Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Peut contenir des infos. Et on va le dire à nos auditeurs. Salut Simon d'abord. Salut Cathy. On fait un test aujourd'hui dans l'émission Peut contenir des infos parce que bon, on connaît l'hiver canadien. Des fois, on peut avoir quelques tempêtes, il peut y avoir quelques soubresauts de la météo. Et vos deux animateurs ici, comme un seul homme et une seule femme, prêts à tout, en fait, on ne reculera devant rien. On enregistre de chacun chez nous en ce moment avec nos petits studios mobiles. On est comme des petits cobayes dans une certaine mesure. On est en train d'essayer un nouveau setup où moi, je suis dans la maison chez nous, toi, tu es dans la maison chez vous, et on est en train de faire la démonstration que la radio en 2025, ça se fait d'un peu partout, là. Exactement. Bon, on ne perdra pas notre complicité légendaire, évidemment, mais c'est ça peut se faire de partout. Puis je dirais même qu'en ce moment, on est interprovincial. On n'est même pas dans la même province. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis de l'autre côté du pont, puis toi, t'es dans la région de l'Est ontarien. Ça fait que, ouais. Oui, c'est beau, la technologie. Fait que je voulais juste avertir nos auditeurs. C'est très, mon Dieu, il y a quelque chose, vous êtes donc bien énervés, vous êtes excités. Ben, c'est parce qu'on a eu des nouvelles bébelles. Puis là, on peut jouer avec les consoles, puis on est un peu, je suis un peu excitée. Et parlant d'excitation, ben, Simon, c'est début décembre, première émission du temps des fêtes. Du temps des fêtes de Noël. Ben, heureusement, on n'a pas de musique, nous. Fait qu'il y aura pas comme une chanson à l'heure de Noël, là, rassurez-vous. Non, on fera pas ça. Non. Mais on aura quand même quelques thèmes festifs parce que dans l'émission, en fait, moi, j'avais envie de vous parler, entre autres, du Grinch. Parce que bon, on le voit un peu partout, le Grinch, hein, il est de plus en plus populaire. Les enfants l'aiment. Puis là, je me suis comme questionnée, le pourquoi. Pourquoi le Grinch est si populaire? Donc, je vais un peu faire le tour de ce point-là dans quelques minutes. Et sinon, on parlait de préparation à l'hiver. Comme nous, on est en train de tester notre studio mobile. Je vais aussi vous donner quelques trucs pour préparer la voiture et éviter quelques sacres et mots d'église cet hiver, justement, lors des tempêtes, là, s'assurer d'avoir le bon balai à neige, peut-être des mitaines, un petit trousse comme ça pour nous aider là à l'hiver. Donc c'est un peu ma chronique quotidienne parce que j'ai fait beaucoup de routes, et j'ai souvent été prise dans des situations irritantes. Situation irritante. Heureusement, j'avais CA, mais quand même, ça prend de la préparation pour l'hiver. Et Simon, toi, tu es le détenteur du quiz cette semaine. Oui, absolument, parce que le temps des fêtes est à nos portes, on l'a dit. Alors, on va se plonger dans l'univers des friandises et des confiseries célèbres. On va parler de ça dans le quiz tantôt. Il y a 10 questions en tout et pour tout. Ah, j'ai hâte, j'ai quand même la dent sucrée. J'ai très hâte j'ai hâte de voir si je suis bonne ou si je suis juste une bonne goûteuse puis je connais rien dans le fond. Tu sais, en même temps, le temps des fêtes, là, avec les enfants dans la maison et tout ça, les parties, il me semble que ça rime avec les confiseries, les friandises. On se gâte un petit peu, on mange des affaires qu'on mangerait pas nécessairement le restant du temps, juste parce que, tu sais, un petit plaisir coupable une fois de temps en temps, ça fait pas de tort non plus. Non, c'est ça, puis on en mange toujours un peu plus. Mais tu sais, moi, j'ai des traditions aussi, comme on parlait la semaine dernière, des biscuits que tu n'avais pas mangés avant l'émission parce qu'il faut pas manger pour l'addiction, mais moi, c'est tout est dans ça. J'aime toujours faire mes biscuits de Noël. C'est ce côté-là qui est un peu plus magique, puis que les enfants ont toujours hâte. Ah, Cathy, ma tante Cathy avec les biscuits. Puis là, pour les enfants, j'en fais des spéciales, là, avec des M&M et tout ça. Là, mais... Ben oui, puis il y a des symboles comme ça qui reviennent, des traditions dans les familles qui reviennent d'une année à l'autre, puis c'est ça la beauté aussi en même temps du temps des fêtes, là. Exactement. Et parlant de tradition, Simon, je voulais commencer par un peu nous démystifier l'histoire du Grinch parce que, d'abord, sachez que pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'ai un enfant de 3 ans et pour moi, le Grinch, c'est à l'année. Comme au mois de mai, on écoute le Grinch. Oui, hein? Tout le temps, le Grinch, c'est... Puis là, je me suis dit, comment ça se fait que les enfants, puis c'est pas juste mon fils, là, tous les enfants de cette espèce de sphère d'âge-là sont obsédés, il est partout, le Grinch. Il y a eu des parades de Noël, il y avait plus de Grinch que de Père Noël dans parade, ça te donne une idée. Fait que là, je me suis dit, bon, d'où c'est que ça vient et qui nous a mis ça dans la tête? En fait, le Grinch, savais-tu, Simon, que ça remonte quand même à assez longtemps, dans les années 50? Ah, OK. 1957, ouais. OK. Je pensais que c'était même plus vieux que ça, là, mais j'imagine que c'est arrivé avec la commercialisation, je sais pas. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est arrivé après la guerre. Donc, l'Amérique sortait de la guerre, société de consommation, ça explose, et Noël devient de plus en plus une grande fête commerciale. Et là, c'est ce fameux bidule ou monstre vert à poilu nous a été créé par, en fait, Theodore Zeus Geisel, Dr. Zeus.
OK. Dr. Zeus. Ben Donc oui. voilà, c'est lui le chat dans le chapeau aussi. Mais Ben Dr. oui. Zeus a créé ce personnage-là. Puis en fait, c'est un anti-héros qui est vert, qui déteste Noël et qui vit reclus dans une grotte au sommet d'une montagne à grogner et à détester toute la joie de vivre des petits hous qui vivent dans Whoville. Mais ce qui est fascinant dans tout ça, puis quand on fait, on se pose la question, le Grinch en fait est inspiré de Dr. Zeus parce que lui, avec l'arrivée justement de la commercialisation et toute ces folles dépenses, il s'est dit, il se sentait un peu amer, comme il aimait l'idée de célébrer Noël en famille, d'être entouré des gens qu'il aimait, mais toute cette espèce de grosse consommation-là, ça le dérangeait, tu comprends? Fait qu'il s'est il a comme déguisé son conte pour enfants en critique sociale. Ça, c'est en 1957. Là, c'était dans un livre. On s'entend, là, il n'y avait pas encore d'émission de Netflix. Là. Mais c'est quasiment autobiographique jusqu'à un certain point, là, tu sais. Oui, c'est en plein ça. Puis il se décrit exactement comme le Grinch qui a été blessé, qui n'aime pas Noël parce que justement, dans ses valeurs, il est choqué par ce que Noël est devenu comme fête. Fait que c'est assez intéressant quand on regarde ça. Puis moi, ça m'a amené un autre regard au film. Quand j'ai appris ça, je fais OK. Là, je peux comprendre. Puis là, t'as une autre analyse, t'as une autre approche après ou un autre regard sur le film. Et là, le premier tournant, en fait, le premier moment où le Grinch est peut-être devenu un peu plus populaire, c'est dans les années 60, donc une quinzaine d'années plus tard. Le créateur des Looney Tunes, Chuck Jones, a créé un spécial de télé de 26 minutes. Et là, les chansons, l'image, les couleurs est devenu un peu culte. Donc, aux États-Unis, c'est vraiment devenu un film qui était très, très, très populaire dans ce coin-là. Mais nous, vraiment, au Canada, et où ça a explosé plus, c'est dans les années 2000, avec le Grinch de Jim Carrey. On s'entend. Oui. Encore la même histoire, c'était un Grinch c'était encore un peu sombre aussi comme atmosphère, avec l'humour grinçant de Jim Carrey. Et là, finalement, un peu plus tôt, il y a quelques années, dans les années 2018, le Grinch est revenu en dessin animé avec les créateurs des Mignons, donc le groupe qui s'appelle Illumination. Donc là, on a dépeint le Grinch un peu plus gentil, un peu moins noirceur, un peu plus attachant. Il est presque cute. Tu sais, le nouveau Grinch est cute parce que bon, il fallait pas faire peur aux enfants. Puis je comprends, tu sais, mon fils a vu le vrai Grinch comme juste l'image versus le dessin animé, puis il veut rien savoir du vrai Grinch avec Jim Carrey, ça lui fait trop peur là. Puis je le comprends aussi quand tu regardes ça avec du recul, comme mon Dieu, on a regardé ça nous autres. On peut bien être à toute épreuve les milléniaux. Non, bref. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais Oui. j'ai l'impression qu'il y avait aussi un peu de marchandisation autour de ça, commercialisation. C'est beaucoup plus facile de commercialiser un bad guy ou un anti-héros, aussi grincheux soit-il, quand il y a un petit côté quand même attachant, que de commercialiser le gars qui est vraiment là dark, là. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que là, on comprend que derrière ce grincheux et cette mauvaise humeur-là, dans le fond, il y a un petit cœur qui est blessé puis qui n'a pas aimé. On comprend qu'il y a une histoire en arrière et c'est là que tout le cheminement émotionnel fait que les enfants s'attachent comme ça au Grinch. Donc, c'est un peu comme ça que le Grinch est devenu omniprésent. Et là, il y en a partout. Il y en a partout, puis c'est commercial. Donc, sûrement que vous avez des toutous, des pyjamas, des choses. Fait que le Grinch est partout. C'est le fun d'avoir une belle histoire aussi, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film original. Original, on s'entend, l'histoire existait avant, mais un film neuf de Noël, là, ça fait un peu changement des Home Alone de ce monde. Donc, c'est ça. Reste un petit 4 minutes pour vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Vous connaissiez le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Oui, certainement. Ah ben là, je vais vous parler de « Il faut sauver la vache canadienne ». Oh! Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, c'est une vache qui n'a rien de banal parce qu'elle est littéralement patrimoniale. Elle n'a rien d'exceptionnel côté, si on veut, physique. Là. Elle est de taille quand même, somme toute, assez moyenne, une robe foncée. Mais ça a été l'une des premières races bovines, peut-être même la première, à paître dans les champs de la Nouvelle-France. OK, donc la première arrivée ici en nouveau pays. Exactement. Son ancêtre a traversé l'océan depuis la Normandie sur une distance de plus de 5000 km pour se rendre jusque de notre côté de l'Atlantique. Et ça s'est passé dans les années 1608 à 1660 à peu près. On est vraiment au tout début de la colonie, on s'entend là. Oui, puis méchante raide pour les vaches. Les conditions, ça devait être quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis un coup qu'ils sont atterris sur le plancher des vaches, ils doivent être plus contents que de se promener sur le bateau. Là, alors, oui. Mais la raison pour laquelle on s'y attarde ces jours-ci, c'est que il ne resterait qu'un peu plus de 1000 spécimens de la vache canadienne. Voyons. OK. Oui, absolument. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il en reste à peu près 300 spécimens, 300 vaches, qui sont des pur sang. Alors, c'est une vache qu'on comprendra évidemment très, très rare. Mais qu'est-ce qui explique ce gros déclin pour une vache qui est proche d'ici, qui est une vache native d'ici, autrement dit, là, qui est devenue l'héritage du Canada?
Ben, on l'a vu paître sur le territoire jusqu'à peu près aux années 1800. Et la raison pour laquelle elle est à toute fin utile disparue, ou on l'a poussée, si on veut, c'est qu'il est arrivé des nouvelles races de vaches qui étaient beaucoup plus productives. La Holstein, par exemple. Tu sais, la vache noire et Jersey, blanc. oui. Oui, la Jersey, c'est des vaches qu'on voit paître un petit peu partout à travers le pays, puis elles sont de très grandes productrices de lait. Alors, par la force des choses, l'industrialisation, la commercialisation étant ce qu'elle est... Avec l'offre et la demande, oui, exact. On a poussé un petit peu la vache canadienne de côté. Mais là, il y a une équipe de chercheurs de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval de Québec. Ils ont acquis quelques-unes de ces vaches-là, des vaches canadiennes. Et la particularité de cette race de vache-là, c'est que, OK, elle fait un petit peu moins de lait, même pas mal dans certains cas, que les autres vaches dont je vous ai parlé tantôt, Holstein ou Jersey, entre autres choses, mais son lait, c'est vraiment un lait d'excellente qualité. Ça a l'air que tu fais du lait avec le lait de la vache canadienne, pas tu fais du lait, mais tu fais du fromage, par exemple, ou tu fais du beurre. C'est presque d'affleurer le paradis du bout des doigts. Là, tu sais. Ah ouais, en même temps, je peux comprendre parce que quand on cuit quelque chose plus tranquillement, ben c'est toujours meilleur. Tu sais, quand on fait mijoter un bon morceau de viande, mais en même temps, quand la demande est trop forte, c'est dommage parce que tu sais, quand on goûte à un lait de qualité comme ça, après on revient au lait normal, puis c'est un petit peu plus difficile pour les papilles. Ouais, c'est ça. Alors là, cette équipe-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se pencher, entre autres choses, sur les qualités nutritives, les éléments qu'on retrouve dans le lait de la vache canadienne, et ils vont tenter de la faire se reproduire ou d'en créer de nouveaux exemplaires dans la mesure où on veut réhabiliter, pour ainsi dire, la vache canadienne, puis la voir renaître dans un certain sens, parce qu'écoute, il reste à peu près 1200 exemplaires à travers la planète, puis 300 d'entre eux qui sont vraiment des purs sangs, des purs modèles, entre guillemets, excusez l'expression, de vaches canadiennes. Alors, puis, elle est fantastique, cette vache-là, parce qu'elle est très tolérante, entre autres choses, aux écarts de température. Elle craint pas l'hiver canadien, comme moins 20-25, là, tu peux la sortir dehors. Elle est accoutumée, là, à nos températures extrêmes. Les chaleurs, elle vit bien avec ça. Les terrains un peu comme inégaux et tout ça, là, c'est vraiment une vache qui est faite pour le Canada à toute fin utile. Et malheureusement, on est en train de la voir disparaître. Alors, c'est la raison pour laquelle on est en train de faire un nouveau film. Je blague, là. Oui. Là, il faut sauver le soldat Ryan. Ben là, il faut sauver la vache canadienne. Ah, mais c'est dommage parce qu'en même temps, cette vache-là, comme tu dis, avec toutes les années et les siècles, elle s'est accoutumée. Ça crée un lait, puis en fait un produit qui est unique au Canada. Exact. Puis bon, je peux comprendre pour la production, là, puis on en a besoin du lait, puis on veut pas qu'il y ait une pénurie, puis je comprends absolument ça. Mais en même temps, on aurait dû avoir une espèce de moyen de pouvoir conserver ou de les préserver plus longtemps, puis de pouvoir les étudier, puis de produire des bonnes choses. Parce qu'en même temps, ça prend du temps pour faire du bon vin. Ça prend du temps pour faire vieillir un bon fromage. Fait que pourquoi pas prendre le temps pour faire un bon lait? Mieux vaut tard que jamais. Au moins, il y a des gens qui s'y sont mis puis qui essayent de la préserver ou la sauvegarder, si on veut. Mais merci beaucoup, Simon, pour ces informations. Puis je suis vraiment curieuse. Je suis allée voir, puis c'est vraiment une belle vache. C'est pas comme les grosses vaches, tu sais, qui ont l'air musclées, là, avec les grosses veines. Tu sais, c'est vraiment à l'air gentil. T'as envie d'y faire un câlin à ces vaches-là. C'est vraiment une très bonne vache, là. Il y a des gens qui font des gratouilles sur le nez. Elle cherche c'est la compagnie des êtres humains, là. C'est vraiment une bonne vache, là. Merci. Au retour, on s'entretient avec Benoît Charette pour la dernière chronique de l'année. Rassurez-vous, il sera avec nous en janvier. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. C'est déjà l'heure de la dernière chronique de l'année. Inquiétez-vous pas, Benoît sera de retour l'année prochaine avec nous pour la chronique automobile. Salut Benoît, comment ça va? Hey, salut. Ouf, faut me soulager. Oui. Les heures passaient vite. Oui, c'est vrai que ça a passé vite, tout a passé le test. On a passé du bon temps avec toi, fait qu'on s'est dit, on va prolonger ça jusqu'en juin l'année prochaine au moins. Oh, tant mieux. Écoute, Benoît, aujourd'hui, on voulait parler d'un double sujet. En fait, ça touche l'automobile, puis en même temps, ça touche notre monde à nous autres, le monde de la radio, parce que on va voir un changement dans les prochaines années. Il y aura de moins en moins, il y aura plus voir de radio à bande FM dans les voitures. C'est une décision que les constructeurs ont prise. Oui, en fait, on a déjà vu depuis quelques années la disparition de la bande AM, parce que bon, il y a de moins en moins de radios sur la bande AM, et on a simplement éliminer ça. Mais là, on est en train de passer à la bande FM
Tesla a été une des premières marques là, à l'annoncer. Puis pourquoi on fait ça? Bon, là, il y a plusieurs théories. Il y en a que j'ai pas vérifiées. On dit que, entre autres, avec les véhicules électriques, il y a comme comment je dirais, des interférences d'ondes qui font que la radio FM fonctionne pas toujours très bien selon les régions dans les véhicules électriques. Ah. Je n'ai pas vérifié cette théorie. Est-ce que c'est juste avec électrique ou hybride aussi? Je vais essayer de remarquer avec la mienne. Électrique parce que les ondes versus les ondulations électriques, il y aurait des problèmes de fréquence pour certaines radios. Là, j'ai lu ça sur 2 sources. Je n'ai pas vérifié vers d'autres. Alors, je vous dis ça avec un certain bémol. Il va falloir qu'un jour, j'aille étudier ça plus à fond. L'autre raison, ça va avec les habitudes d'écoute. On le sait de plus en plus, on le voit, là, il y a une quantité de podcasts ou de balados là, qui sont sur à peu près un grand nombre de plateformes. Et ça devient de plus en plus des habitudes d'écoute. Les gens se tournent vers ça. Donc, on va intégrer des systèmes connectés qui vont être reliés plus à l'Internet, à votre cellulaire dans les autos. Donc, on va faire un peu comme on veut faire avec les autres services, c'est-à-dire d'avoir des services à la carte. Donc, vous allez avoir, par exemple, si vous êtes un amateur de tel balado ou de telle émission, on va pouvoir intégrer ça quand vous arrivez dans la voiture. Donc, on va adapter les habitudes d'écoute selon les passagers. Donc, ça va vraiment être une nouvelle façon de faire ça. Oui, puis c'est ça. Mais en même temps, puis c'est comme tu dis, c'est une question d'habitude. Donc, ça perd. Puis on est rendu habitué justement avec les plateformes de moi j'ai envie d'écouter ça, puis de changer, puis de pas juste découvrir ou d'être à l'écoute à des nouvelles musiques. Fait que ça a quand même ça a un certain impact aussi dans le choix musicaux des gens dans les voitures. Puis le fait que Tesla a fait le premier mouvement, après ça a amené une autre tendance. Mais là, rassure-moi, on va quand même pouvoir écouter la radio d'une certaine façon dans les voitures. Oui, je pense là, faut pas prendre Tesla. Tu sais, Tesla pour le moment est l'exception à la règle. Là. Tout le monde a encore la radio FM. Ce qu'on voit aussi dans les services, ce soit des services comme Spotify ou Apple, t'as TuneIn. TuneIn qui permet, moi j'ai Apple Music et TuneIn est pratique pour une chose, c'est que si je suis habitué, moi, d'écouter une radio, par exemple, une radio de Montréal, puis je me ramasse en voyage en voiture en Gaspésie ou en Ontario ou dans l'Ouest canadien, TuneIn me permet quand même d'écouter ma radio de Montréal dans la voiture, même si je suis très loin de chez moi. Donc, il y a quand même certains avantages à ça. Ça ne veut pas dire que la radio va disparaître, c'est que la radio va prendre une autre forme, va passer par des services, évidemment, qu'on paye. Puis c'est ça que les constructeurs automobiles cherchent à faire dans les prochaines années. C'est pour ça qu'une compagnie comme GM, entre autres, s'est dissociée de Apple CarPlay, de Android Auto pour bâtir son propre système, parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir des services à la carte aux automobilistes, évidemment des services qu'on va payer, et les constructeurs comptent bien améliorer leur chiffre d'affaires en offrant comme ça des services, et il n'est pas exclu je dirais peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, qu'un service de radio traditionnel disparaisse pour être remplacé par un service de radio à la carte. Donc, on pourrait aller chercher, oui, le même genre d'émissions qu'on écoute déjà, mais via des services qui seront offerts par les constructeurs automobiles. Oui, c'est quand même un peu singulier, Benoît, de faire disparaître de l'habitacle de l'automobile un service qui est gratuit, qui est universel, qui est anonyme également, parce qu'écouter la radio, ça prend pas nos données, ça connaît pas notre identité. Non. Et là, on va payer jusqu'à 10-12 piastres par mois. Je pense que Tesla, c'est une dizaine de piastres par mois pour le service de données premium. On paye pour avoir un service, puis en plus, pour que nos données soient monétisées de surcroît pour des voitures qu'on paye comme 40-45 000 piastres. C'est un peu particulier, non? C'est un peu particulier, puis c'est même un peu insultant à la limite, parce que la radio est universelle et gratuite depuis qu'elle existe. On a ça dans toutes les voitures. Et là, on vous dit, oui, vous allez pouvoir quand même écouter la radio, mais on va vous l'offrir, vous allez payer.
pour un service qui est gratuit, que tout le monde peut avoir. Puis, en plus, on va ramasser vos données qu'on va revendre à d'autres. Ben c'est ça. Puis on était il y a quelques semaines dans un congrès de radio justement au Québec. Puis il y a une phrase qui m'est restée en tête et quand j'ai lu cet article-là, ça m'est revenu. Tu sais, ça me disait la bande FM va toujours être plus fiable que l'internet. Combien de pannes d'internet on a eu, combien de shutdowns de je sais pas quoi, de serveurs à gauche puis à droite. Comment on va faire, tu sais, si tout arrive en même temps, là, on parle d'une histoire parfaite là ou d'une histoire imparfaite. Internet plante, il arrive une situation où on aurait besoin d'avoir la radio pour diffuser l'information. On n'a pas la radio parce qu'on est sur Internet. C'est comme, je trouve ça dommage. Puis là, c'est sûr que bon, ben je prêche pour ma paroisse. Là, je suis une artisane de la radio, mais en même temps, il y a ce côté-là d'instantanéité, de gratuité, comme Simon le disait. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais faut pas que ça perde cette espèce d'instantanéité-là, justement. Non, moi, je suis aussi quelqu'un de la radio. J'ai 40 ans de radio derrière la cravate. Et la radio, moi, je me rappelle de tout temps, la radio, ça fonctionne toujours. Je me rappelle même dans des pannes d'électricité quand j'étais jeune, mon père avait acheté une espèce de petit bidule qu'on crinquait à la main, là, qui donnait un peu d'énergie. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que en pleine panne d'électricité, je pouvais quand même écouter la radio qui fonctionne tout le temps, qui est un service de première ligne aussi, il faut le dire, là. La radio, quand il y a soit une tempête de neige, une panne d'électricité, qui a des services à passer en première ligne, c'est toujours la radio qui est au devant. Puis je pense que la radio doit survivre, ne serait-ce que pour ça, comme service essentiel, parce que tout le monde peut écouter la radio, ça n'a aucune importance que vous ayez ou pas des sous, puis des radios, ça coûte rien. Vous pouvez avoir une radio chez vous qui coûte quelques dollars, et les ondes rentrent aussi bien dans une radio à 3 $ qu'à 300 $. Donc, je pense que c'est un service qui est essentiel, qui est local, qui est direct, qui vous parle à vous. Donc, je pense que avant de prendre ce service-là et de le mettre entre des gens, moi, j'ai toujours une crainte quand on met ça entre les gens qui ont pour but de faire du mercantilisme et de commercialiser. La radio doit rester ce qu'elle est. Là, pour le moment, on est à un constructeur. On va voir si cette tendance-là va prendre des proportions plus grandes ou si ça va rester l'exception à la règle. Mais je suis la chose de près, ça c'est sûr. Mais là, tu parlais de Tesla tout à l'heure. Tu annonçais un peu aussi General Motors qui semble vouloir se détacher de Apple et de Android et leur système pour le tableau de bord dans la voiture. Mais est-ce que c'est une tendance qui, pour l'heure, ça c'est stagnant ou est-ce qu'il y a d'autres manufacturiers qui ont manifesté, eux autres aussi, la possibilité d'imiter Tesla, qui est quand même un précurseur, on s'entend, là? Exact. En fait, il faut regarder les grandes tendances actuelles. Bon, les grandes tendances actuelles, il y a un changement dans les habitudes d'écoute. Ça reste clair. On n'a qu'à voir la multiplication de tous les balados qu'il y a eu il y a quelques années, les streamings, la web radio, la radio versus l'Internet, parce qu'il y a maintenant plusieurs gens qui passent par Internet. Bon, ça prend le relais dans les habitudes d'écoute. Évidemment, l'industrie regarde ça et se dit, est-ce que nous, on suit la tendance et on va vers ça? Est-ce qu'on veut rester pertinent, continuer à offrir du contenu local, direct, attractif? Parce que la radio, c'est aussi une affaire de localité. Que vous soyez n'importe où, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. Moi, mon plaisir le plus drôle quand je suis, par exemple, en lancement aux États-Unis, c'est de ramasser une radio locale. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que tout de suite, on a le pouls de l'endroit où on est en écoutant la radio locale. On a eu une grande démobilisation et une décentralisation dans les journaux. On l'a vu, les journaux locaux sont rendus une peau de chagrin maintenant. Je trouverais ça extrêmement triste qu'on en arrive au même résultat à la radio. La beauté, c'est qu'en ce moment, malgré tous les changements qu'il y a eu dans les habitudes d'écoute, la radio reste encore assez écoutée. On demande aux gens, souvent les gens se lèvent avec la radio, écoutent la radio au travail durant la journée, même si souvent c'est un peu un bruit de fond. Oui. Mais on aime rester informé, branché à sa communauté via la radio.
il va falloir en quelque part que les grands constructeurs automobiles n'oublient pas cette réalité-là, même s'il y a des changements dans l'habitude d'écoute, parce que si on passe à des systèmes qui vont uniquement aller en balado, en streaming ou en radio Internet, ben là, on risque d'oublier la communauté et ce pourquoi la radio a été mise au monde. Ben c'est ce qui fait la force de nos radios locales, justement, ce sont les émissions locales. Puis j'écoutais justement moi-même ce matin ma radio locale, j'avais le sourire toute seule dans mon bureau, mais c'est ça que c'est, la radio locale, ça nous permet d'être accompagnés par des gens qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes réalités que nous, qui ont les mêmes enjeux de poubelle que nous, puis qui nous permettent aussi de se retrouver puis de se reconnaître dans ces radios-là. Donc, tu sais, ça va être important de suivre ce dossier-là, comme tu le dis, Benoît. Bon, ça se fera pas demain matin, mais en même temps, la bonne nouvelle... Il n'y a pas de crainte dans l'immédiat. Là, on parle de Tesla pour 2026, on parle de ça. Il reste à savoir si cette tendance-là va être suivie ou si on va trouver une façon. Moi, je pense que dans les prochaines années, on va avoir une espèce de modèle hybride, c'est-à-dire qu'on va offrir probablement plus de streaming, de balado, de radio Internet via des plateformes comme TuneIn, mais on va garder le modèle traditionnel parce que le modèle traditionnel est encore écouté. Les gens écoutent encore la radio. Moi, je sais que en auto, là, puis je me promène. Il y a des émissions que j'aime. Je vais aller d'un poste à l'autre. Puis quand je suis en région, comme je le dis, mon plus grand plaisir, c'est de ramasser la radio locale parce que c'est la plus belle façon d'avoir le pouls de ce qui se passe dans les coins de pays où on se trouve. Eh bien, merci beaucoup, Benoît, pour cette belle chronique-là. Et c'est justement pour ça qu'on veut te revoir en janvier. Parce qu'en plus d'apprendre plein de choses sur l'automobile et la mobilité, ben, t'es un fervent défenseur de la radio. Donc, on se retrouve sur tous les points. Écoutez, joyeux Noël et bonne année à tous. Oui, puis parlant de Noël, je voulais juste dire aux gens, si on cherche des idées qui se donnent bien en cadeau, il y a l'annuel de l'automobile qui est disponible 2026. Magnifique d'ailleurs. Là, je peux le dire parce qu'il est pas là, mais celui de mon chum est emballé, il est prêt, il sera en dessous du sapin. Donc vraiment, j'adore la belle couverture 25e anniversaire. Donc pour les fans de voitures, là, c'est un beau modèle. Merci beaucoup à vous deux. Puis on se reparle en janvier. Bye. Salut. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Vous écoutez toujours peut contenir des infos. Cathy Morin et Simon Forgue qui vous accompagnent dans cette belle journée. Juste pour vous, je dis une belle journée, peu importe la météo, parce que quand on est là avec Simon, ça va toujours bien. Il y a toujours du soleil dans les oreilles. Exactement. Et dans ta voix, Simon, j'ai appris qu'il y avait des dames en Alberta qui appréciaient le doux son de ta voix. Et je peux comprendre. T'as une belle voix radiophonique. Oui, c'est des choses que j'ai appris. Bon, ben merci. C'est très gentil aux gens de l'Alberta. J'imagine de Boréal FM ou dans ces coins-là qu'on nous écoute, hein? Exactement, dans ce coin-là. Oui, Plamondon, la Calabiche. On salue les gens, d'ailleurs, dans ce coin-là. Simon, tu voulais nous parler d'une avancée scientifique incroyable qui pourra, en fait, sauver des vies là, assez rapidement lors d'accidents. Saviez-vous qu'à chaque année, faute d'une transfusion rapide, il y a des millions de personnes à travers le monde qui meurent d'un choc hémorragique? Étais-tu au courant? Millions, hein? Oh, millions. Ben écoute, on est comme rendu à 7-8 millions là, à travers le monde. Oui, mais quand même, de choc hémorragique, ça fait beaucoup de personnes. On s'entend. Ouais, mais il y a des chercheurs américains qui ont peut-être trouvé la solution. Ils ont conçu une hémoglobine synthétique et destinée aux situations critiques, comme par exemple les champs de bataille, le transport en ambulance ou encore les sauvetages en zone isolée. Parce qu'entendons-nous, mourir du manque d'une transfusion sanguine, c'est rare que ça arrive à l'hôpital. Oui, effectivement. Oui. Ou sur le bord de l'autoroute, on a le temps de se rendre là, normalement. Et c'est pas forcément les gens qui meurent, c'est pas forcément à cause d'un manque de compétences. Les ambulanciers, c'est pas des incompétents, ils arrivent là, mais le gars il est ouvert puis il peut pas transfuser son propre sang non plus, là, il peut pas lui donner son sang. Il faut donner des outils à ces gens-là pour pouvoir des fois c'est juste prolonger le maintien pour arriver à l'hôpital. Puis il y a aussi le fait que transporter du sang
faut faire des transfusions, il faut qu'il soit transporté dans certaines conditions. Il faut qu'il soit réfrigéré, il faut qu'on contrôle les agents pathogènes et tout ça. Donc, en situation de mobilité, comme sur un terrain de guerre, par exemple, ou encore en montagne, quand on va vous chercher pour vous héliporter, c'est un peu difficile, si les conditions ne sont pas toutes là. Alors, le prototype de sang dont je vous parle, un sang artificiel universel, il est encore en phase préclinique, là, je vous l'avoue. Okay. Il n'y a pas encore la coupe aux lèvres, là, comme on dit. Là, on oui. va pas là-dessus, mais on va devoir passer les essais sur l'humain afin de répondre aux exigences réglementaires. Mais ça a l'air que les progrès vont quand même plutôt bon train. Ouais. OK. Oh oui, ça va bien. Alors, ce qu'on a fait grâce à la nanobiologie et la chimie synthétique, parce qu'on s'entend qu'arriver à... Oui, c'est... Puis c'est particulier parce qu'il y a plusieurs groupes sanguins. Là. On parle des A positifs, B positifs, AB, O. C'est tout là-dedans là, avec les ARH négatifs, positifs. Fait que, il y a des donneurs universels, puis il y a des receveurs universels. Fait que j'imagine qu'ils se sont inspirés de ça pour créer une espèce d'hybride ou de... C'est plus spécial que ça, je vous dirais. On a réussi à encapsuler dans une membrane artificielle l'hémoglobine qui est responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Aïe, aïe. Ouais, c'est comme si on veut, tu sais, les petites pilules de Contaxé, là, ou les gélules, là, c'est un peu ce qu'on a fait dans un sens. C'est qu'on a pris des on a pris des espèces de membranes artificielles, rempli ça avec de l'hémoglobine et c'est ce qu'on transfuse aux gens. L'objectif de l'innovation, c'est de créer ni plus ni moins qu'une espèce de véhicule stable, et portable, je l'ai dit, qui va être compatible avec tous les groupes sanguins. Parce que tu l'as dit tantôt, il y a plusieurs groupes sanguins, mais il y a les facteurs Rhésus également. A négatif, A positif, B, B-, B+. Fait que c'est pas tout le monde qui se parle dans ces affaires-là, là, ou qui sont compatibles. Exact. Ce sang-là, ces poches pourraient être stockées dans les ambulances ou même dans les sacs des militaires, puis administrés immédiatement en situation d'urgence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux autres fluides corporels comme la salive, la sueur ou encore l'urine, là, je m'excuse, mais c'est ça pareil, le sang, ben, c'est littéralement un organe. C'est un organe. Oui, OK, oui, excuse-moi, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là, mais oui, je comprends. Puis en même temps, c'est un organe où on peut, puis c'est pour ça qu'on peut faire des transfusions de sang, puis des fois, il y en a qui changent, mais là, c'est un organe, le sang, au contraire de la salive, la sueur, je parlais tout à l'heure, qui sont des déchets du corps humain. Oui. Des déchets. C'est le résultat d'un traitement des reins, par exemple, ou encore des glandes qui permettent de suer et tout ça. Mais depuis des siècles, on faisait des tentatives pour trouver un substitut au sang, puis ça n'a jamais vraiment marché. C'est juste au 20e siècle, il y a à peine quelques décennies, qu'on a commencé à travailler sur cette technologie. L'hémoglobine purifiée pour en arriver à ces résultats dont je vous parle. On encapsule l'hémoglobine dans une membrane qui imite les globules rouges. OK. C'est petit, c'est vraiment pas mais c'est microscopique, on s'entend. Oui, puis c'est lyophilisé. C'est à toute fin utile comme la bouffe desséchée, entre guillemets. C'est ça, j'allais dire. C'est drôle, j'avais les bonbons lyophilisés en tête. Fait que c'est comme de la... ouais. Mais là, continue ton affaire, c'est spécial. Puis là, on mélange ça avec de l'eau qui est évidemment purifiée, puis on transforme ça en le véhicule où on injecte ça à la personne de telle façon qu'on réussit à réoxygéner son système respiratoire et son système vasculaire. Ouais, mais là, est-ce que, admettons, on pourrait juste vivre avec ce sang-là puis toujours pouvoir recevoir comme n'importe quel sang? OK, non, c'est vrai, c'est temporaire. Non, c'est vraiment très temporaire. C'est vraiment juste en situation d'urgence parce que ça remplacera évidemment pas un groupe sanguin ou du vrai sang. Mais on l'a essayé, les tests sur des lapins qui avaient perdu, écoutez ça, jusqu'à 40% de leur volume sanguin. Wow! Ben, les tests ont fait la démonstration que cette solution-là, elle était effectivement capable de les sauver et de leur prolonger la vie dans une certaine mesure. Puis on s'entend aussi que le lapin a quand même un système qui est rapide. Oui. C'est assez rapide. Fait que oui, c'est nerveux. On s'entend là. C'est juste que pour que ça aille vite comme ça, puis 40% du sang a été remplacé, puis que ça a fonctionné, c'est impressionnant. Alors, on l'a baptisé l'érythromère. Il a une capacité ou une efficacité comparable à une transfusion classique, je l'ai dit, sauf que ça remplacera pas, évidemment, une vraie transfusion. C'est juste une situation temporaire. Prochaine étape, on va faire des essais cliniques, évidemment. Et puis, il reste aussi à franchir les obstacles réglementaires pour s'assurer de l'innocuité totale du produit. Oui. Parce que ça marche sur des lapins, mais est-ce que ça va marcher aussi sur des êtres humains? Des fois, il peut y avoir des rejets, C'est ça. Et ce sang artificiel pourrait transformer la médecine d'urgence
jamais il se concrétise. Chaque soldat, à titre d'exemple, et je vais conclure là-dessus, j'ai comme une thématique sur les soldats. Je parlais du soldat Ryan. Oui, c'est vrai. Là, je suis en train de parler d'un autre soldat. Alors, ça pourrait littéralement transformer leur vie dans la mesure où quand ils seraient blessés au combat, ils pourraient sortir la poche ou quelqu'un pourrait, de leurs collègues, sortir une poche de cet érythromère et puis les sauver à toute fin utile. C'est vraiment intéressant, une belle avancée. Puis comme tu dis, on va pouvoir, ça pourra être testé là dans divers environnements. Merci Simon pour ces informations. Et là, tu parlais de soldats. Toi, est-ce que tu es prêt comme un soldat pour l'hiver? Ouais, pas pire. Les pelles sont sorties, les balais à neige et tout ça. Les pneus sont installés, pneus d'hiver. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Je sais pas. Mais quand même, tu es un gars prévoyant. Puis aussi, tu utilises beaucoup le transport. La voiture est prête pour ta femme. Là. Il faut quand même se préparer à l'hiver canadien. Puis cette année, c'est comme arrivé un peu plus tôt. On a eu de la neige un peu plus tôt en novembre, puis là, ça se poursuit. Bon, ça dépend là aussi à certains endroits. Il y a certaines villes où il y a un peu moins de neige parce qu'il fait plus chaud, mais j'avais envie de donner quelques petits conseils ou des fois des petits rappels affronter l'hiver canadien. Et je sais qu'aussi, à travers le Canada, dans nos divers radios, il y a des gens qui arrivent au Canada, qui vont passer leur premier hiver. Bon, rassurez-vous, le premier est pire, puis les autres, on s'habitue. C'est ça. Ça, c'est la première des choses. On s'acclimate, tu sais, quand tu es rendu, oui. Moi, ça fait 5 décennies que j'ai les 2 pieds sur terre, mais je suis acclimaté, Simon, mais je n'endure encore pas. Là. Non, t'es un très grand frileux. C'est le plus grand frileux que je connaisse. Ah ouais, hein? Pour vrai. Oui, puis comme je suis frileuse, moi, mais comme t'es une coche au-dessus. Aucune coche au-dessus, OK. C'est ça. Si un jour on a besoin de manteau d'hiver, t'es le premier à qui je pense. T'es le premier qui va en avoir un, c'est sûr. Mais pour se préparer justement à l'hiver, puis pour pas être mal pris, s'il nous arrive quelque chose en voiture, il faut se préparer. Les pneus d'hiver, comme tu disais, c'est important et c'est la base, mais c'est pas obligatoire partout. Puis là, c'est là où on a comme besoin du gros bon sens, cette qualité qui est en voie d'extinction. Donc, c'est sûr que si ça fait 2 étés que tu te promènes avec tes pneus 4 saisons, peut-être que ça sera pas la bonne idée pour cet hiver. Ou si tu dis, non, c'est des pneus d'hiver, je les ai juste pas changés. Ce n'est pas une bonne idée non plus. Parce qu'à partir de -7, ça devient moins adhérent. Puis quand les pneus d'hiver en haut de 7 degrés, c'est là où ils sont plus endommagés rapidement. C'est sûr que les pneus s'endommagent. Bon, l'adhérence est plus là. Donc, la base, c'est d'avoir des bons pneus et des pneus adaptés aussi. C'est pas parce que c'est un pneu d'hiver puis qu'il est sa fesse ou que ça fonctionne. On s'entend. Ouais, c'est ça. Puis c'est exactement. Puis il faut s'assurer de le faire avant que les températures descendent en bas du 7 ou -7 degrés là, pour être correct. Puis bon, on l'a vu dans les dernières semaines, il y a des gens qui ont été pris à la dernière minute. Il y en a qui peuvent le faire à la maison, mais l'important, c'est d'avoir des bons pneus. Deuxième chose aussi, visibilité, parce que on a beau être bien chaussé, si on voit rien, on n'est pas plus d'avance. Donc, lave-glace à -40, vraiment, c'est l'important. J'ai jamais remarqué, mais il y en a à -25. Ça a l'air que ça gèle, ça, l'hiver. Fait que c'est comme pas l'idée. Ouais, à -25. Prenez-le juste pas. Prenez toujours du -40. Ça revient à la même affaire. Puis au moins, vous êtes sûr de pas avoir comme celui qui gèle dans votre, dans le réservoir de la voiture pendant l'hiver pour faire, si jamais vous êtes mal pris à quelque part. Et aussi des bons essuie-glaces. Il y a des essuie-glaces d'hiver. Moi, j'ai appris ça. Je savais pas. Ah oui, Savais-tu? Oui, c'est ça. Puis ils sont juste plus rigides, en fait, là, que comme. C'est ça, le caoutchouc est probablement mieux fait pour affronter les chutes de température. Moi, c'est ça. Puis tu sais, quand ça colle un peu dans le pare-brise, ils sont un peu plus rigides pour pouvoir faire le travail qu'il y a à faire puis enlever un peu de glace. Donc, il y a ces 2 éléments-là. Puis évidemment, un bon balai à neige qui va vous permettre de déneiger la voiture parce que c'est pas vrai qu'en partant sur l'autoroute, ça va être correct, ça va tout partir, chérie, tu vas voir. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de déblayer sa voiture avec le vent et l'autoroute parce que ça fait des igloos. Puis d'ailleurs, vous pouvez avoir des tickets pour ça. L'igloo mobile, c'est très, très, très dangereux. Dans la voiture aussi, une fois que l'extérieur de la voiture est équipé pour bien rouler en hiver, faut se préparer comme une petite trousse de secours ou d'au cas où dans la voiture. Donc, une trousse spéciale hiver, parce qu'on peut en avoir une pour l'été, mais l'hiver, ça en prend un petit peu plus. Donc, évidemment, couverture chaude ou thermique. Tu sais, des fois, ils sont très compacts, mais ils sont très chaudes une fois qu'on les utilise. Des gants, des trucs de rechange pour être certaine, des bas de rechange parce que si vous êtes longtemps dans la voiture, des fois on peut avoir chaud aux pieds, les pieds viennent tremper, faut changer les pieds parce que les bas parce que c'est la base, si on a froid aux pieds, ça va pas très bien. Des câbles de survoltage aussi, tu sais les fameux câbles à booster, ça prend pas de place dans la voiture, dans un petit compartiment, une petite valise, on met ça puis on est capable de se dépanner et on est capable de dépanner les autres si jamais il y a quelque chose. Petite pelle pliante, ça peut être une idée aussi des fois si on reste pris ou quoi que ce soit pour pouvoir enlever la neige en dessous des roues et se déprendre de une mauvaise situation. Traction aid, en bon français, pour ceux qui se demandaient ce que c'était, donc pour pouvoir se déprendre encore une. Ça m'est arrivé, Simon, à plusieurs reprises quand j'habitais en Gaspésie. Ça sent, puis
des fois, il y a beaucoup de neige qui tombe d'un coup, puis ça a pas l'air d'être beaucoup de neige. Puis là, finalement, tu passes là en voiture, puis oh là là, tu restes pris. Des fois, c'est pas parce qu'il y avait une tempête ou quoi que ce soit, c'est juste que ça semble pas si pire que ça, puis finalement, pour des diverses raisons, là, la neige est collante, puis il y en a épais, tu peux rester pris. Un sifflet aussi, un peu comme Rose dans le Titanic pour dire « Je suis là » si les gens vous cherchent. Évidemment, des collations non périssables, des bouteilles d'eau. Faut faire attention de les changer parce qu'évidemment, l'hiver, ça hèle. Mais voilà, puis un chargeur portatif pour vos téléphones, des fois, si vous avez une chance pour avoir la batterie pour pouvoir continuer de faire des téléphones ou d'appeler des gens si vous êtes pris longtemps. Là. Donc, bon, on vous le souhaite pas, mais quand même, il faut être prêt. Puis, sinon, évidemment, c'est de préparer l'habitacle, s'assurer qu'il n'y a pas trop d'humidité, changer les tapis. Tu sais, les tapis, en tissu, là, ouais, c'est ça. Ouais, qui s'annoncent avec plein de neige, plein de glace. Ouais, puis là après ça les vitres en but à l'intérieur, là, c'est comme un cercle sans fin parce que c'est en but du début, l'humidité reste dans la voiture, puis après ça tu lis sur internet, même une petite poche de litière, non, faut changer les tapis puis ça va éviter du trouble pour cet hiver puis justement l'embuement dans vos voitures. Au retour, Simon, ce sera le temps de notre quiz. Oui. J'ai comme un peu faim, ma petite dent sucrée là, hâte de savoir de connaître tes questions parce que tu vas nous parler de des confiseries et des friandises célèbres, puis je pense qu'il est assez facile quand même. OK, parfait. Ça marche. J'ai vraiment hâte de voir ça, puis on va se brosser les dents après parce que j'ai ma dentiste qui est à l'écoute puis qui veut que je fasse attention. Restez en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. C'est maintenant l'heure du quiz. Et comme on est dans l'esprit des fêtes, Simon avait la dent sucrée et ce sera un quiz qui parlera de friandises, de confiseries et des différents bonbons qu'on peut peut-être trouver dans le temps des fêtes dans les différentes familles. Ben oui, absolument. Avec l'arrivée du temps des fêtes, ça va de soi. Il va y avoir des enfants dans la maison, on va vouloir les gâter. Et même nous autres, les adultes, on aime ça de temps en temps se gâter. Tu sais, une petite friandise, une fois de temps en temps, une petite confiserie. Ça fait quand même du bien. Il y a une dizaine de questions. OK, parfait. Allez, je pense, enfin, c'est ma présomption, je pense que c'est assez facile. Il n'y a rien là-dedans qui a été fait pour te trapper, si tu me prêtes l'expression anglophone, ou pour te coller dans les câbles, comme on dit. Ah, certainement. Je te fais confiance. Normalement, t'as des pas pires quiz, mais j'ai hâte de voir parce que je suis quand même, tu sais, je remontais quand tu m'as dit le terme, je me est-ce que je suis vraiment une fan de bonbons? Puis il me semble que j'étais jeune et j'ai connu, moi, l'époque des bonbons à une scène. Puis je sais, c'est ça, c'était incroyable. Je le sais, t'arrivais avec ta poignée de change. Fait que je pense que je vais être pas pire, puis j'ai la dent sucrée, j'ai des grands-mamans qui faisaient des bons desserts. Je suis confiante. Mais en même temps, quand je suis trop confiante, c'est là où je me plante. Ouais, non, mais il y en a eu des pires, là. Je me rappelle du quiz que j'ai fait pendant la saison. C'est-tu cette saison-ci ou l'autre, là, où j'avais parlé des peintres? Ah oui! Là, écoute, un bruit de criquet dans ma tête, Simon, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que je savais pas grand-chose, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi par après. Mais c'est ça, il y a des sujets, des fois, qu'on connaît moins. Fait que je te passe la POC, mon cher. OK, alors 10 questions. On commence avec la première. Quelle confiserie est connue pour son slogan Taste the Rainbow, en français, goûte l'arc-en-ciel? Tu as un choix de réponse. Alors, est-ce que c'est les M&M? Est-ce que ce sont les Skittles, les Smarties ou les fèves en gelée Jelly Bean? C'est les Skittles. Et les Skittles? Ouais. Les annonces aussi à la télévision ou sur les différents réseaux étaient savoureuses. Je me souviens de Licorne qui faisait des pets d'arc-en-ciel. Moi, ça vient me chercher. C'est du bon marketing. Ah oui, absolument. Des publicités carrément déjantées. Puis en même temps, ils le font pour une raison. C'est que ceux qui consomment des Skittles, c'est rarement des personnes âgées de 75-80. C'est des jeunes, là, bien souvent. Là, non, c'est ça. Mais en même temps, ils travaillent leur relève. T'sais, moi, à 80, je prévois encore manger des Skittles. Oui. Fait que, on s'entend. Alors, Skittles, la marque qui est réputée évidemment pour ses couleurs vives et son slogan emblématique qu'on entend régulièrement dans ses publicités, touche l'arc-en-ciel. Goûte l'arc-en-ciel. Ah oui, c'est bon. Mais ça colle d'un dent, par exemple. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose quand même. Deuxième question. Ce chocolat suisse est reconnaissable à sa forme triangulaire. Est-ce A, Toblerone? Est-ce B, Lindt? C, Milka? Ou D,
Nestlé Crunch. C'est A, Toblerone, que j'ai toujours bien... Toblerone. C'est ça, Ben oui, Toblerone. Oh, avec le R. J'étais roulé. R-O-N-E. T-O-B-L-E, R-O-N-E. Alors, c'est Toblerone. Et tu sais la raison pour laquelle ils sont triangulaires, ces barres de chocolat-là? Non? Non, je Ben, sais pas. La forme de cette tablette au chocolat qui est faite de miel et de nougat, ben, c'est inspiré des montagnes de la Suisse. Oh, ça fait du sens. Ça fait vraiment. Mais moi, j'ai remarqué qu'au travers des années, les montagnes de la Suisse ont fondu. Je sais pas si c'est les réchauffements climatiques, mais au là, le Toblerone, mais semble la montagne. Tu sais, avant, c'était une grosse affaire, c'était dur à séparer. Puis là, c'est un petit triangle, une petite montagne. Mais quand même, Ouais, c'est c'est très ça. bon. Mais il semble que c'est aussi un chocolat d'aéroport. Moi, il y a des gens qui C'est reviennent vrai? de. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais, hein? Ouais, Ah, I don't ouais, know. hein? Il y a des gens qui Ouais. reviennent de voyage puis qui achètent ça. Ben, en Eh même ben. temps, c'est assez nourrissant. Là. Tu manges un carré de Toblerone, là, wow, ça te bourre un petit coin de l'estomac. Là. Oui, ben surtout toi qui manges tout le temps, là, j'imagine que ça doit être quelque chose. Mais puis c'est parce que c'est comme tu dis, c'est consistant. Il y a plein de, c'est pas juste du chocolat, il y a plein de choses. Fait que c'est nourrissant. Elle était bonne là, de quand même les deux premières réponses. Je pense que ça va aller comme ça jusqu'à la fin. Je suis pas sûr, là, mais Mais quelle tu me donnes friandise faim. américaine- Ben oui, je sais, il y a des gens là, qui salivent, là, ils sont en train d'en mettre plein de bureaux. Alors, quelle friandise américaine est composée de chocolat, de caramel et d'arachide? Est-ce que c'est A, la Kit Kat, B, Twix, C, Snickers ou D, Reese's? Chocolat, caramel et arachide. Ouais. Chocolat, caramel et arachide. Est-ce que tu peux me répéter les choix de réponse? Ouais. Ouais, il y a Kit Kat, il y a la Twix, il y a la Snickers, puis il y a la Reese's. Je vais y aller avec la Twix. Ouais. Non, hein? Non, je vois ta ben, face. C'est-tu Snickers? Oui, c'est Ah! Snickers, c'est ça. Snickers qui Colin. combine du chocolat, du caramel et des arachides. C'est tellement riche là, comme barre de chocolat. Là. Je m'excuse là, pour le monde qui aime les Snickers. Je vous juge pas, il n'y a pas de jugement. Mais bon Dieu qu'il faut en avoir. Ah, c'est assez riche là, que c'est considéré dans certains cas comme une barre énergétique plutôt qu'une banane, tablette de chocolat. Il y a Ben des gens qui voyons disent- donc. Ben ouais, il y a des gens qui mangent le Snickers pour le dîner, là, mettons. Là, tu C'est vois pour ça le slogan, t'es pas toi quand t'as faim. Puis là, ils te donnent la Ben. Snickers, puis c'était comme t'es tellement bourré que tu reviens ta propre personne. C'est exactement ça. Wow. Ça te bourre, pas juste un coin de l'estomac, ça bourre l'estomac au complet. Là. Mais c'est vrai que c'est... Puis c'est collant. C'est comme ça dans le palais. C'est assez consistant comme barre Oui. de chocolat. Question numéro 4. Quel bonbon parmi ceux-ci est traditionnellement associé à Noël? Est-ce A, la canne en bonbon? B, la réglisse? C, les balais guimauve chocolat? Ou D, la gomme chiclette? C'est A. C'est A Ben. pour la canne en bonbon. Puis la réponse C, je pense que c'était pour l'Halloween. Les balais en Ouais, chocolat. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Ben, je m'excuse pour ceux et celles d'entre vous qui associent les gommes chiclettes de grand-papa avec le temps des fêtes, mais la canne de Noël, on s'entend, là, celle la rouge et blanche, c'est le symbole festif par excellence qu'on associe à Noël. Évidemment, je vous fais pas de surprise. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi établir un fait? C'est pas Ouais. si bon que ça. C'est pas si bon que ça, une canne en bonbon. C'est comme, je comprends, là, puis c'est festif, ça a l'air de Noël, puis ça fait des belles, mais c'est pas si bon que ça, puis tu finis toujours le bord de la bouche beurrée. C'est comme, Ouais. C'est peut-être la raison pour laquelle, au cours des dernières années, les compagnies se sont évertuées à créer de nouvelles sortes de cannes en bonbons, là, tu sais. Ouais, j'imagine. Parce qu'on s'en tient plus nécessairement à celle qui goûtait la menthe, là, qui goûtait les paparman, mais sous la forme d'une canne en bonbons. On fait maintenant des cannes en bonbons à l'orange, des cannes en bonbons aux fraises et compagnie, là. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, ça reste que Ah ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça, puis ça fait mal aux dents quand tu croques. Question numéro 5. Quelle marque de chocolat britannique est célèbre pour ses œufs de Pâques fourrés à la crème? Est-ce A, la compagnie Nestlé? Est-ce B, Lindt? C, Cadbury? Ou D, Hershey's? Oh, Cadbury. Ben oui, Cadbury, les œufs fondants Cadbury, c'est une tradition pascale, non seulement au Royaume-Uni, je vous dirais d'où ils sont originaires, mais c'est une tradition aussi ailleurs dans le monde, ici au Canada, je veux dire, les œufs de Pâques. Là, Moi, c'est interdit d'amener ça à la maison parce que j'ai aucun compte. C'est tellement bon. Mais en même temps, c'est tellement sucré comme tu manges un œuf Cadbury, c'est comme oh wow, puis après t'as l'œil qui twitch parce que t'as trop mangé de sucre, fait que tu bois un petit peu de lait, mais c'est interdit. Heureusement, ils ont fait des petites versions miniatures. Récemment, fait que ça, c'est pas si pire. Ça aide. Mais en même temps, t'en manges 15, fait que ça change rien. Là. Mais t'es comme... En tout cas, si vous avez des petits problèmes de diabète là, ou des choses comme celle-là, là, je veux dire, tu t'enfiles un œuf Cadbury, là, wouh! Le taux de sucre va monter, mon ami. En flèche. Alors, numéro 6, quelle confiserie japonaise est connue pour ses multiples saveurs, dont thé vert et saké? Je dis japonaise, mais on la vend ailleurs dans le monde, mais au Japon tout particulièrement, elle a plusieurs saveurs qu'on ne trouve pas nécessairement ici en Amérique du Nord, ou du moins qu'il faut venir par des commandes, là, des choses comme ça. Alors, S.A. Kit Kat, B. Pocky, C. Aichu
ou D, mochi? Naïvement, puis parce que j'en ai goûté, puis notre chère collègue Nala m'en a déjà acheté parce qu'elle sait que j'aime ça, je vais y aller avec Kit Kat. Ça se Ben, peut-tu? t'as bien raison. Hey, Oui, c'est absolument. incroyable. C'est tellement bon, ces affaires-là, là. Comme j'avais jamais goûté à ça. Et Nala m'en a fait découvrir 2 saveurs incroyables. Hey, au Japon, la barre Kit Kat est déclinée pas en quelques saveurs supplémentaires qui diffèrent de ce qu'on a ici. Tu sais, ici, je pense qu'ils font des Kit Kat au café ou des affaires comme Oui, ça. à Là-bas, là, menthe, c'est- puis ouais. Wow, ouais, thé vert, saké, patates sucrées, cheesecake à la fraise. C'est Il y en lui. a comme- Cheesecake à la Cheesecake. fraise, là. Ok. Oh, Simon, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu goûtes dans ta vie avant de mourir, ça, faut que tu y Ah goûtes. ouais, hein? C'est vraiment bon. Puis, premièrement, meurs pas bientôt, mais avant de mourir, faut que tu goûtes au Kit Kat. OK, c'est ma to-do list. Là, il va falloir Oui. que je manger une Kit Kat au cheesecake à la fraise. Ouais, c'est ça, dans les grands accomplissements que tu dois faire, là. Manger une Kit Kat au gâteau à la fraise, c'est excellent. Question numéro 7. Quelle marque de bonbons gélifiés en forme d'ourson est devenue un classique mondial, mais vraiment mondial? Est-ce A, Haribo? Est-ce B, Jelly Belly? Est-ce C, Sour Patch Kids? Ou D, le Trolley? J'ai envie de te dire les Haribo. C'est ça. Yes! C'est exactement ça. Alors, c'est la réponse A. C'est les Haribo Gold Bears. Ils ont été inventés en Allemagne. Ce sont de petits oursons qui sont devenus un symbole international des oursons jujubes. Allez, on s'entend. Il se fait des jujubes ou des oursons en jujubes dans pas mal d'autres marques que Haribo. Mais si vous avez besoin de trouver la marque là, par excellence, là, c'est les Haribo, là, clairement. Et puis, je croyais pas à ça, moi, qu'il y avait comme une différence de goût dans les gummy bears, comme on dit. Puis, pour vrai, les Haribo, ils ont quelque chose ils sont plus moelleux, je sais pas, il y a une sorcellerie en arrière de ça, mais ils sont vraiment, vraiment bons. Goûtez-y si vous n'y avez pas goûté encore. Ben, ça arrive des fois dans d'autres marques, là. Je veux dire, tu manges Oui. des Jelly Beans de la marque Jelly Belly, là, comme t'es une coche au-dessus des Jelly Beans que tu vas acheter chez le grossiste, là, à la poche, là, puis tu vas mettre dans un sac en plastique, là, tu sais. En bulk, comme on dit, là. Ouais, c'est ça. 8e question. Quelle marque américaine est célèbre pour ses moules de chocolat remplis de beurre d'arachide? A. Hershey. B. Reese's. C. Butterfinger. Ou D. Milky Way? Reese's. Ben, absolument. Alors, on parle bien sûr des Reese's Peanut Butter Cup. Alors, ça, c'est connu à travers le monde. Ça veut pas dire que tout le monde en mange, par exemple. Hey, non, puis comme, je vais te faire une confession, Simon. J'aime pas ça. Ah, c'est riche, là. C'est... Ah. Ouais. Ben, Le match est bizarre un petit peu, on va se le dire. Là. oui, puis comme déjà à base, moi j'aime pas le beurre de peanut. Comme le beurre d'arachide, j'en mange pas. Je vais une fois de temps en temps c'est une toast, mais ça prend de la confiture. Fait que là comme chocolat, beurre de peanut, je suis comme non, c'est pas mon jam. C'est pas Ouais, puis... c'est ça. Puis c'est pas du beurre d'arachide crémeux non plus, là. C'est comme du beurre d'arachide, c'est assez solide, là. Hein? On s'entend que c'est une pâte, là. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, puis souvent ils ont eu chaud, fait qu'ils ont plus la bonne forme, ils sont collés dans le papier. Mais je salue les gens qui aiment les Reese's, mais comme moi c'est pas le mien. Puis c'est pour ça que il y a toutes sortes de monde, puis il y a toutes sortes de bonbons. Ben oui. Alors, 9e question. Quelle confiserie est faite de sucre fondu dont on enroule les fils légers sur un bâton? Est-ce A, le nougat, D, les dragées, C, la barbe à papa ou D, la réglisse? La barbe à papa. Ben oui, absolument, tu as bien raison. Alors, la barbe à papa, c'est une friandise de fête foraine qui a été créée au 19e siècle. Et je pense que maintenant, tu vas dans des fêtes foraines, puis s'il n'y a pas un kiosque de barbe à papa à quelque part sur le terrain, si tu te dis en dans toi-même, ben, comme j'y manque quelque chose. Là. Oui, c'est ça. Puis écoute, ça, c'est vraiment une bulle au cerveau. Simon, as-tu déjà vu ou écouté des vidéos de ratons laveurs qui mangent de la barbe à papa? C'est drôle. C'est drôle parce que pauvres ratons laveurs, eux, ils lavent leur nourriture, tu sais, avant de la manger. Ouais. Mais la barbe à papa, quand t'as mets dans l'eau, elle se dissout. Fait que là, les pauvres ratons, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe. Fait que je vous invite. Il y a ça sur YouTube, j'imagine? Mais oui, il y a ça sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Ça a dû passer à quelque part dans mes réseaux sociaux, mais c'est drôle et un peu triste en même temps. Pauvre raton laveur qui lave sa barbe à papa. Ouais. Et on va clore parce que le temps file, hein, on Oui. arrive à la fin. Alors, question numéro 10. Quel chocolat est vendu avec le slogan Have a break, take a? A. Kit Kat. B. Mars. C. Twix ou D. Milka? Kit Kat. Ben oui, on revient encore avec la Kit Kat, mais cette fois-ci, c'est comme nord-américain, là, qui n'a jamais entendu la fameuse phrase Have a break, have a Kit Kat ou take a Kit Kat. Et puis en français, c'est faites la pause Kit Kat. Une tablette célèbre non seulement en raison de ses bâtonnets de chocolat à casser et à partager, mais aussi son slogan universel. Et mon chocolat préféré, tant qu'à t'avoir dit celui que j'aimais vraiment pas, le Reese's. Moi, une Kit Kat, là, si tu veux quelque chose, tu as quelque chose à me demander, mets-moi une petite Kit Kat. Il y a des bonnes chances que tu l'aies. Oui. OK. Ouais. OK, fait que pour te soudoyer, Kit Kat.
Mais là, ça dépend. sort pas de la tête. Non, c'est ça. Mais là, ça dépend aussi de ce que tu me demandes comme service. Des fois, ça va peut-être être 2 Kit Kat. Ben oui, c'est sûr. Tu sais. Faut monnayer, là. Il y a comme des paliers là, tu sais, en même temps. Exactement, il y a un coût de Kit Kat là-dessus. Comment t'as fait en tout et pour tout? Si je me trompe pas, t'es parfaite, là. Non, j'ai eu 90% parce que je me suis trompée à la Snickers, donc 9 sur 10. Ah oui. Ah, ben c'est très bien. Oui, mais faut pas être parfait bravo. tout le temps, sinon la barre est trop haute pour la semaine d'après. Ben bravo, moi je suis bien content. Je vais faire un quiz que tout le monde va aimer puis qui est quand même assez universel en même temps. Oui, j'ai adoré. Puis là, je pense que je vais manger un petit sucré pour mon prochain dessert. Ça va être ça pour mais merci Simon pour ce quiz. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Peut contenir des infos. Ben oui, merci à toi.